Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un article que j'ai trouvé dans Science et Vie et que j'ai trouvé particulièrement intéressant et vous allez voir. Je vous le mets tout de suite. Raté, bien sûr. Alors c'est un article qui donne le point de vue d'un chercheur et qui dit être psychopathe serait un signe d'évolution. On va regarder ça ensemble. Les traits de personnalité typiques de la psychopathie sont considérés comme négatifs. De par le principe de l'évolution, cette personnalité est désavantageuse pour un individu et son incidence devrait donc diminuer avec le temps. Pourtant, force est de constater que les traits psychopathiques persistent au fil des générations. Jonathan Goodman, chercheur en biologie évolutive à l'université de Cambridge, explique pourquoi cette condition peut finalement être considérée comme un avantage évolutif. Une personne psychopathe vit avec un trouble de la personnalité qui se caractérise par un manque d'empathie, de culpabilité et de remords. Il y a également un détachement émotionnel, un comportement immoral et antisocial chronique, une impulsivité, ainsi qu'une nette tendance à la tromperie. C'est justement cette dernière faculté, la tromperie, qui permettrait aux psychopathes de disposer d'un certain avantage évolutif par rapport au reste de la population. Tricher tout en évitant la punition est, du point de vue de l'évolution, toujours la meilleure stratégie qu'une personne puisse avoir, explique Jonathan Goodman dans The Conservation. Être psychopathe, faire semblant d'être digne de confiance. Gagner la confiance de ses semblables a toujours été fondamental dans l'histoire sociale humaine. Seule la confiance permet une bonne coopération entre les individus. C'est ce qui a permis de développer des outils, des villes, puis toutes sortes de technologies, y compris dans des environnements extrêmes. Cela a abouti au monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette collaboration qui a permis à l'homme de dominer le globe plus que toute autre espèce, souligne Goodman. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est là où je diffère de point de vue avec beaucoup de nos politiques libérales. C'est que c'est justement pas la compétition qui a permis la progression pour moi de l'humanité, même si elle a eu quand même un impact, mais c'est principalement la solidarité et le fait de travailler ensemble. Parce qu'il y a des projets, on ne peut pas les réaliser seul. Il faut obligatoirement être beaucoup. Mais plus les groupes sociaux se sont agrandis, moins il était possible de connaître parfaitement chaque individu. Peu à peu, il a fallu accorder sa confiance à des étrangers. Ces derniers pouvaient malheureusement tricher et faire semblant d'être dignes de confiance pour profiter des avantages de la collaboration. On pense donc que les groupes culturels ont développé des outils puissants, comme la punition. Ils servaient à dissuader la tricherie dans les partenariats coopératifs, explique le chercheur. Les psychologues évolutionnistes pensent par ailleurs que les gens ont développé ce que l'on appelle une capacité de détection des tricheurs. Les tricheurs étaient ainsi désavantagés. Aujourd'hui encore, au quotidien, nous choisissons d'accorder ou non notre confiance sur la base de certains signaux, remarque Goodman. Cela se produit par exemple lorsque nous choisissons un restaurant ou bien lors de n'importe quel achat. Nous choisissons alors implicitement de faire confiance à ce qu'annonce le fabricant ou à ce que déclare le vendeur. À ceci près que il y a quand même des choses, par exemple dans le cadre des fabricants ou des vendeurs, justement c'est les lois qui les limitent par rapport à la publicité mensongère, ou voilà. Donc ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi parce que justement il y a ce cadre légal autour. Donc ça facilite quand même la prise de confiance par rapport à ce qu'on peut lire. Mais c'est typiquement le cas quand on regarde par exemple les avis et les notations des produits avant de les acheter sur internet avec différentes plateformes ou directement sur le site du fabricant. Un avantage évolutif plus qu'un trouble mental. Il s'avère néanmoins que plus la société est complexe, plus il est facile pour les gens de feindre une propension à la coopération, note le chercheur. Vous pouvez faire le parallèle d'ailleurs avec certains mouvements idéologiques. Encore faut-il être capable de feindre sans jamais révéler son intention véritable. C'est en cela que les psychopathes se démarquent des autres. Ils sont en effet dénués d'empathie et de remords, ils parviennent aisément à gagner la confiance des autres tant qu'elle leur est utile, puis ils la trahissent dès qu'ils n'en ont plus besoin. Ou pas, des fois ils gardent quand même, même si c'est plus utile ponctuellement, ils le gardent en réserve, ça peut toujours servir.
La psychopathie concerne 1 à 3% de la population générale et 20 à 30% de la population carcérale. Le psychologue judiciaire Nathan Brook a mené une recherche en 2016. Elle a révélé que les traits psychopathiques étaient particulièrement fréquents parmi les personnes occupant des postes importants au sein des entreprises, une prévalence comprise entre 3 et 21%. Ça fait quand même une sacrée fourchette, hein, entre 3 et 20%, il y a 7 fois d'écart. Bien que non criminelle, cette psychopathie peut semer le chaos dans une entreprise. Elle impacte énormément les autres employés, expliquaient les auteurs de cette étude. Ce genre de personne peut également se livrer à des pratiques commerciales contraires à l'éthique et illégales. Des études ont montré par ailleurs que les psychopathes ont plus de relations que les autres. Cela suggère qu'ils disposent de nombreuses opportunités de reproduction, un critère que l'on sait déterminant pour l'évolution. Par conséquent, comment expliquer que les psychopathes ne soient finalement pas plus nombreux au sein de notre population? Je rebondis juste sur ce passage. Moi, j'ai toujours pensé que pour être un grand patron d'entreprise ou occuper certains postes politiques qui sont des postes de pouvoir, il fallait avoir au moins des traits de psychopathie. Le patron de Total, quand il va signer par exemple un contrat qui va mettre dans la merde des dizaines de milliers de gens, faire bosser des enfants ou pas, à un moment donné il est obligé de ne plus avoir d'empathie, parce que s'il réfléchit trop à ce qu'il fait, ben, normalement il signe pas. Donc effectivement, je pense qu'il y a des profils de poste, hein, et notamment le fait de ne pas avoir de compassion, par exemple dans le cadre des ventes forcées, hein, quand il y a des gens qui font du porte-à-porte pour vendre des bouquins ou des conneries à des vieux, leur morale et leur éthique, elle est quand même très discutable. Donc effectivement, il y a des postes notamment qui ont des profils et qui vont peut-être favoriser des gens avec des traits psychopathiques. Être psychopathe, un moyen de prospérer malgré un contexte familial difficile. Si tout le monde était psychopathe, nous serions constamment trahis. Nous perdrions alors probablement complètement notre capacité à faire confiance aux autres, explique Goodman. En outre, la psychopathie s'explique moins par la génétique que par la plasticité phénotypique humaine. Il s'agit de la capacité innée des gènes à s'exprimer différemment selon les circonstances. Ainsi, un enfant qui ne reçoit pas de soins ni d'amour est plus susceptible de s'éteindre émotionnellement. C'est une sorte de mécanisme évolutif conçu pour limiter le traumatisme. Cet enfant deviendra probablement un adulte dénué d'émotions, et donc potentiellement un psychopathe. En résumé, s'il existe une prédisposition génétique, un contexte familial difficile favorisera le développement des traits typiques de la psychopathie. Ça m'évoque un commentaire. Je me dis que si effectivement la psychopathie permet d'avoir un mécanisme mental de défense par rapport à des situations difficiles, des enfances traumatisantes, etc., ceux qui n'ont pas cette base génétique, justement, vont peut-être, je mets que des inconditionnels, je m'interroge, vont peut-être avoir justement plus de chances d'arriver à avoir des comportements dépressifs, chroniques, ou carrément aller jusqu'au suicide. Effectivement, la perte d'émotion et de s'endurcir permet effectivement de résister mieux à ce genre de traumatisme, je suppose. Du point de vue évolutif, on peut donc voir la psychopathie comme un ensemble de caractéristiques qui permet de prospérer lorsque l'on est face à une situation tragique. Plutôt que de se concentrer sur le fait d'être bon ou digne de confiance uniquement parce que cela peut aider à avancer, promouvoir ses qualités pour leur propre bien peut aider les personnes ayant des tendances antisociales à bien traiter les autres sans arrière-pensée, conclut le chercheur. Cependant, on est dans un monde où les menteurs pathologiques ont tendance à être célébrés et à réussir. Il sera donc sans doute nécessaire de redéfinir le succès en termes d'éthique. Tout ne doit pas être une question de statut social et de richesse. J'aime beaucoup cette conclusion. Rien que sur les trois dernières phrases, on pourrait déjà écrire un livre. Les menteurs pathologiques qui ont tendance à être célébrés et à réussir, bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin là-dessus. Et je dirais même qu'on a tendance à mettre en exergue la médiocrité. Il y a beaucoup de gens connus qui sont connus uniquement grâce à leur image, qui n'ont aucune plus-value sociale en fait.
dans le sens où ils n'amènent rien, aucune compétence. Si je prends l'exemple de la télé-réalité, au moment où les participants sont sélectionnés, ils sont sélectionnés selon des critères. Effectivement, ils vont pas prendre les plus grandes lumières qu'on a dans le pays. L'idée, c'est de créer un spectacle et de créer le sentiment que tous les spectateurs, y compris les moins futés, se sentent quelque part supérieurs à ce qu'ils voient à la télévision. Par contre, ce qui est étonnant, c'est de voir ce que certains ont réussi à en faire après. Et cette notoriété qu'ils ont acquise lors de leurs émissions, comment ils ont pu la faire évoluer. Ce qui montre, dans ce cas-là, que ce ne sont pas forcément des idiots. Mais enfin, il n'empêche que... comment elle s'appelait l'autre, là, qui disait allô, là? Je me souviens plus. Mais bref, cette nana, concrètement, elle n'a pas de compétences. C'est pas une artiste, c'est pas une intello, c'est pas une journaliste. Enfin, quand je dis c'est pas une intello, c'est que c'est pas une philosophe ou autre. C'est pas une chercheuse, etc. Donc, sa plus-value sociale, la richesse qu'elle amène à notre société, elle est quand même relativement limitée. Pourtant, il y a toujours beaucoup de gens qui la suivent. Ensuite, redéfinir les termes du succès en termes d'éthique, et surtout, ce n'est pas une question de statut social et de richesse, c'est toute la question de savoir qu'est-ce que c'est que réussir sa vie finalement. Est-ce que c'est être heureux simplement dans la vie qu'on mène? Pour moi, c'est le cas. Pour moi, quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui est bien, qui se sent bien dans la vie dans laquelle il est, dans laquelle il a choisi. C'est pas forcément lié à la richesse, c'est pas forcément lié au statut social. Moi, beaucoup de choses tournent autour du bonheur dans ma philosophie de vie. Donc, mais c'est une question qui se pose, effectivement. Et puis la réussite, est-ce que ça va être justement, je disais par rapport aux participants aux téléréalités, c'est la plus-value sociale, quelque part. Qu'est-ce qu'on amène à notre société? Je pense que ce sont des questions qui sont intéressantes et auxquelles on ne pourra pas répondre en 5 minutes. Cela dit, dites-moi ce que vous pensez de cet article, que j'ai trouvé fort intéressant et enrichissant, moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.